Bonjour Hassan Zerouki. Bonjour. La guerre d'Algérie, qui a marqué à jamais la mémoire collective des Français et des Algériens, et a influencé les mouvements démocratiques et libération des pays voisins, même au-delà. Et c'était 1,5 million de soldats français à participer dans cette guerre. Ils ont perdu, il y a entre 25 et 30 000 qui ne sont pas revenus. Et le peuple algérien a perdu entre des chiffres différents, selon les sources, 400 jusqu'à 1 million. Des centaines de milliers de morts. Voilà. Voilà. Et il y a à peu près 3 millions aussi qui sont envoyés au camp de concentration, si on peut dire le mot, pour séparer des mouvements révolutionnaires. Enfin, un jour comme celle-ci, au printemps de 1962, le 19 mars exactement, il y a un cessez-le-feu qui met fin à ces 8 ans de guerre. Commençons par le commencement. Pourquoi cette guerre? Alors pourquoi cette guerre? D'abord, quand on regarde bien l'histoire de l'Algérie depuis la conquête de la colonisation, en 1830, oui. Ça ne s'est jamais terminé. D'abord, quand les Français ont envahi l'Algérie, ça a commencé en 1830 et ça a duré 27 ans. Qui était un domaine de l'Empire ottoman à l'époque. Non, ils ne faisaient pas cette régence indépendante. Ils avaient leurs relations diplomatiques, ils avaient coupé, hein, ils n'avaient plus aucun lien. C'est un lien, disons, plus affectif que politique. Administratif. Voilà. Donc de 1830 à 1800, la conquête a duré 27 ans dans un premier temps pour le nord de l'Algérie. Oui. Mais la conquête de l'Algérie ne s'est achevée qu'en 1920. De 1830, presque 90 ans. Pendant 90 ans, ça ne s'est pas arrêté. Il y a eu, en 1857, la reddition de l'émir Abdelkader, la fin de la révolte en Kabylie menée par une femme, Fatma Msoumer, qui a dirigé la révolte des montagnes kabyles contre la colonisation. Ensuite, il y a eu le soulèvement général de 1871, en même temps que la Commune de Paris, avec la déportation, ça a été aussi réprimé dans le sang, avec la déportation de tous les insurgés vers la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait qu'aujourd'hui, les habitants de la Nouvelle-Calédonie, les 2 tiers qui sont devenus français sont d'origine algérienne, ils le disent. Vers la Nouvelle-Calédonie, vers Cayenne, enfin partout. Et il y a eu encore ils ont été obligés, la conquête s'est terminée donc vers les années 20, il y a eu encore des insurrections dans les Aurès, un peu partout. Donc ça ne s'est jamais terminé. Pour une raison simple, parce que aucun pays, je dis, ni d'Afrique, du monde arabe, n'a connu cette situation. Donc, ça s'est traduit par la dépossession des terres. Là, on considérait l'Algérie comme un département français. Donc ce n'était pas un protectorat. Ils ont tout rasé. C'est à l'envers de Maroc et Tunisie. Voilà, Maroc-Tunisie, c'était des protectorats avec un roi. Un roi potiche, un bey en Tunisie, ils avaient leur administration. L'Algérie, ça a été une conquête de peuplement. Donc il y a eu... des colonies. Oui, d'abord dépossession des terres. Des millions d'hectares de terre ont été ils ont été dépossédés de plus d'2 millions d'hectares de terre. On a fait venir des colons d'abord de France, ensuite d'Italie, un peu partout, à qui on donné la nationalité et des terres. Et les Algériens étaient régis, n'étaient pas citoyens français, ils étaient régis jusqu'en 1945 par ce qu'on appelle le Code de l'indigénat. Le Code de l'indigénat, c'est un code militaire, à savoir que l'Algérien n'avait droit n'était pas un citoyen, n'avait aucun droit. S'il s'amusait à agresser un pied noir, un pied noir, c'est-à-dire un Français d'Algérie, ou à voler, c'était n'importe quel... C'est un code militaire, n'importe quel tribunal le condamnait soit aux travaux forcés, à la déportation vers Cayenne, Nouvelle-Calédonie, vers des îles lointaines, soit à la pendaison.
Et voilà, donc ça a été cette réalité-là. Il y avait une sorte d'apartheid. Même au niveau de l'éducation, les colons français étaient opposés à ce que les petits enfants algériens aillent à l'école. Donc on a détruit ce qu'on appelle les médersa, on a rasé. C'est-à-dire les écoles traditionnelles. Les écoles traditionnelles, on a même rasé des villes, on a rasé toute trace qui rappelait le passé. Moi, je trouve que le plus grand crime, c'est pas d'avoir enlevé des terres, d'avoir tué des gens, c'est d'avoir, pendant 100 ans, essayé de faire table rase, d'essayer de faire oublier aux Algériens qu'il y avait un pays qui existait avant. Même si ce pays était dirigé par ce qu'on appelle des Turcomores, des citadins. Mais c'était ça la réalité. Donc on a essayé de faire oublier. Je prends par exemple l'exemple de villes traditionnelles, Médéa, Koléa. Il ne reste rien Médéa existe depuis l'Antiquité. Il ne reste rien du passé de ces villes. Il y avait par exemple autour de la ville de Médéa, il y avait des remparts qui existaient depuis l'époque romaine. Ensuite, avec les invasions différentes musulmanes, ces remparts ont été rasés. Pour faire une ville d'ailleurs, il faut y aller en Algérie. Quand on traverse le nord de l'Algérie, c'est des villages, comme il y a dans le sud de la France. Il y a une place au milieu, une église et la mairie. Est-ce qu'on peut... L'église et la mairie. L'église est devenue mosquée aujourd'hui. Est-ce qu'on exagère si on le compare avec la situation de Palestine d'aujourd'hui? C'était pas pareil parce que les Palestiniens se rattachaient avant qu'ils prennent conscience de leur statut de Palestiniens nationaux, ils se réclamaient du monde arabe. C'est-à-dire, ils se disaient arabes. Les Algériens ont toujours eu la conscience nationale, ils sont algériens. Ils ne sont pas marocains, ils ne sont pas tunisiens. Et ça, c'est l'histoire du Maghreb qui a voulu ça. Depuis l'Antiquité, dès l'Antiquité, les trois pays s'étaient formés. On appelait ça la Numidie, c'était l'Algérie. Carthage, c'était la Tunisie. Et ce qu'on appelait la Numidie mauritanienne, c'était le Maroc. Donc la conscience nationale existait toujours en Algérie. Oui, il y a une conscience nationale qui est venue par la suite, mais elle existait. Il y avait un fond. L'émir Abdelkader, quand il a mené sa guerre pendant 30 ans, c'était la première fois qu'une armée était mise, qu'il a constitué une armée moderne, qu'il avait un gouvernement avec... les gens ne le savent pas. Un ministre des Finances et un ministre des Affaires étrangères qui était juif. Et lui-même, lui, c'était un soufi. Donc, il y avait cette conscience. Ensuite, il y a eu des partis politiques. Il y a eu ce qu'on appelait, un peu à l'exemple de ce qui s'est passé en Turquie, dès les années début du XXe siècle, ce qu'on appelait le mouvement jeune algérien, comme les jeunes turcs. Un petit peu sous l'influence. Voilà, mouvement jeune algérien qui est né dans la ville de Constantine, parce que c'est pas Alger qui était le centre, qui était le cœur du mouvement national algérien, c'est plutôt Constantine, qui est une ville qui s'appelait Sirta à l'époque, l'ancienne capitale, il y a 3000 ans, de ce qu'on appelait la Numidie, le Maghreb. Donc c'est de Constantine où s'est constitué donc le mouvement jeune algérien, qui au départ ne réclamait pas l'indépendance. Il réclamait l'égalité des droits avec les Européens, c'est-à-dire la citoyenneté française. Eh bien, même ça, on leur a refusé. On refusait qu'il soit. Il a fallu attendre 1945, parce que... de 1945, parce que, en 1942, Alger était la capitale de la France libre. C'est là que De Gaulle s'est installé. C'est pas Londres, contrairement à ce qu'on dit. Même tous les pays qui étaient en guerre, l'Amérique, l'Angleterre. Donc il y a eu le débarquement américain en 1942. Les Américains arrivent, Eisenhower, De Gaulle vient, et on fait d'Alger la capitale de la France libre. On constitue une armée. Les nationalistes algériens, notamment Ferhat Abbas, entrent en contact avec les Américains. Les Américains, donc, eux, ils étaient dans une logique anticoloniale. Après, je raconterai une anecdote sur ça. Donc,
Ils ont négocié avec les Français et j'ai oublié de dire une chose, les Algériens, bien qu'ils n'avaient droit aucun droit à la citoyenneté, ils étaient quand même, ils faisaient leur service militaire. Ils étaient des conscrits. La guerre 14-18, on les envoyait en guerre. Pour conquérir la Grèce ou l'Italie, c'est les tirailleurs algériens toujours. Surtout Indochine. Oui, non, avant l'Indochine, avant l'Indochine. Mais le plus gros des troupes, ça a été 170 000 soldats algériens sur 7 millions d'habitants, la guerre 14-18. 170 000. C'est-à-dire un Algérien sur 7. 1945, en contrepartie, avec la guerre 39-40, en contrepartie donc d'une indépendance, il y a eu 148 000 soldats algériens, ce qu'on appelait, ils sont très connus, le 7e, le régiment des tirailleurs algériens, qui ont libéré Marseille, Toulon, Nice, tout le sud de la France. C'est eux. Monte Cassino, l'armée américaine était bloquée devant Monte Cassino. Qui déloge les Allemands, c'est les tirailleurs algériens et marocains. Ça c'est connu. Donc ils ont participé, évidemment, ils étaient encadrés par des officiers français. Ils ont participé donc à la libération de la France. Et tiens-toi bien, quand il fallait traverser le Rhin pour débarquer de l'autre côté à Baden-Baden, ça c'est les images, on le voit, ils étaient couverts par l'artillerie américaine et les premiers bateaux, les premiers chaloupes à traverser le Rhin, c'était le 7e régiment algérien et les Marocains qui sont rentrés les premiers dans la ville de Baden-Baden. Alors tu m'as montré cette photo des dirigeants nationalistes. Tous comme ils sont, sauf le plus jeune, ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Tous. Krim Belkacem était sergent-chef. Ben Boulaïd était adjudant. Boudiaf, le fondateur numéro 1, était aussi sergent. Ils ont tous fait la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient jeunes. Le plus jeune d'entre eux, Didouche Bourad, avait 27 ans. En 1954, le plus vieux, c'était lui, avait 37 ans. Donc ils étaient jeunes. Quand ils sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale, ils arrivent en Algérie, les nationalistes manifestent à Sétif également, 45 000 morts. C'est-à-dire on arrive, ils reviennent de la guerre. Et pourquoi ? Parce que cette manifestation, c'était pour célébrer la victoire de Deuxième Guerre mondiale. On dit que c'est à cause d'un drapeau algérien. Non, c'était un peu plus compliqué. C'était pour célébrer le 8 mai, mais aussi et puis c'était ça l'accord tacite, l'indépendance algérienne. Bon, il y a eu des dérapages. Ensuite, ça a été l'insurrection. Ensuite, ça a été la répression où on a utilisé les prisonniers italiens et allemands pour massacrer les Algériens. On a utilisé des nazis pour les massacrer et on a fait tirer sur les montagnes à partir de la mer. Les navires de guerre ont ouvert le feu et ça a duré pendant une semaine, 45 000 morts. Et celui qui a mené cette répression, j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelait Duval, le général Duval, il avait dit: je vous ai donné 10 ans de... Duval, oui, c'est ça. Je vous ai donné 10 ans de répit, mais il faudra faire quelque chose, sinon ça va reprendre. Et sa prévision était juste. Le 8 mai 1945, j'ai parlé tout à l'heure des différents soulèvements, répression. Le 8 mai 1945, pour moi, c'est le début de la guerre d'Algérie. C'était fini. C'était fini. C'était la rupture. Il était impossible à partir de là, d'envisager ce que proposaient d'ailleurs certains réformistes algériens, une Algérie associée à la France, avec un statut d'autonomie, son gouvernement. Mais même ça, les Français ne le voulaient pas. C'est-à-dire la minorité européenne d'Algérie, les colons d'Algérie, c'était 1 million quand même. 1 million sur 9 millions d'habitants qui tenaient toute l'économie entre leurs mains. Même ça, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas d'une assemblée algérienne sur la base d'un vote proportionnel
où il serait minoritaire. Où il serait minoritaire. Il voulait bien une Algérie autonome, mais où il serait majoritaire, comme en Afrique du Sud, genre d'apartheid, où il tiendrait toujours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une assemblée algérienne, où c'était une assemblée de 120 membres. 120 membres, 60 Européens et 60 Algériens. C'est-à-dire que les Européens, ils étaient 1 million d'habitants, ils avaient droit à 60 élus. Et les Algériens, qui étaient 8 millions, ils avaient 60 élus. Donc la discrimination, y compris au niveau de la représentation politique, elle existait. Et le président, et quand ils étaient, et encore, ils trafiquaient les élections pour que parmi les 60 Algériens, il n'y ait que des collabos qui soient là. Donc les nationalistes étaient, sur les 60 élus, il y en avait peut-être 20. Et la même chose au niveau de la représentation nationale, l'Assemblée nationale française. Et il y avait aussi 60, un quota, je crois, de 60 députés d'Algérie. 30 Algériens et 30 Français. Sur les 30 Algériens, et il y avait, je crois, une dizaine de députés communistes, nationalistes, qui n'avaient pas droit au chapitre. Donc même à ce niveau-là, il y avait la discrimination, donc c'était l'impasse. À partir de là, les gens qui étaient là, s'ils appartenaient à un parti qui s'appelait le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, ils n'étaient pas dirigeants, c'était pas eux qui dirigeaient, c'était Messa Lihaj, il y avait une crise. Donc une crise, et ils ont dit, bon ça suffit, nous on passe à l'action, donc c'était les plus jeunes, ils ont fait dissidence si on veut, et ils ont créé deux mouvements, le CRU, un comité révolutionnaire d'action qui a donné naissance au FLN. Avec ça, il y a eu quand même la dernière manifestation réprimée, elle a eu lieu en France, le 14 juillet 1953, un défilé organisé par la CGT, et en fin de cortège, il y avait des travailleurs algériens venus de Renault, ils ont manifesté avec les drapeaux algériens. Et on leur a tiré dessus, il y a eu 14 morts. Place de la Nation en 1953. Ce qu'on n'apprend jamais aux petits-enfants français dans les écoles, qu'ici, place de la Nation en 1953, on a tiré sur les Algériens. Et on a fait 14 morts, sans compter ceux qui ont été arrêtés, blessés, tabassés. Ça, c'était le prélude du 17 octobre 61 qui avait déjà commencé. Donc voilà, pourquoi cette guerre? Eh ben, c'était comme ça. D'ailleurs, petit, on nous disait qu'il faut qu'ils partent. Donc c'est une histoire que... aucun pays du monde arabe, ou même africain, n'a connu. C'est vraiment particulière, y compris l'histoire de l'immigration algérienne. Hein. C'est une histoire assez particulière, et d'ailleurs en matière de solidarité pendant la guerre d'Algérie, c'est la Tunisie qui a servi de base arrière. C'est là-bas que se sont réfugiés les gens qui ont fui les bombardements. C'est là-bas que le FLN a installé, disons, une armée. Il y avait l'armée à l'intérieur, mais il y avait l'armée à l'extérieur. Et le Maroc, la population marocaine bat le roi. Le Maroc. Sinon, l'aide qu'a reçue le FLN venait de Yougoslavie, de Chine, du Vietnam, des pays de l'Est et surtout de l'immigration algérienne. L'argent que l'immigration algérienne, la cotisation qui est donnée au FLN était 5 à 10 fois plus importante que ceux que les maigres sous qu'ont donné les Émirats, enfin ils n'existaient pas, les pays arabes du Moyen-Orient. À l'exception de Nasser qui, en parole, a soutenu. Mais bon, il n'a pas mis la main à la poche. Il ménageait aussi de son côté. Après Suez, il ne voulait pas trop affronter la France. Donc, même lui, il demandait à calmer le jeu. Voilà. Mais on retient le commencement de la guerre d'indépendance en 1954. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu au sein du mouvement national, il y a eu une crise et donc une impasse. Ça veut dire un mouvement national qui était dominé par Samalihat? Oui, il y a eu le MTLD qu'on appelait. C'est cassé en deux. Et il y a eu ce qu'on appelait les centralistes qui étaient à Alger.
Et les autres, Messali Hadj était déjà en résidence surveillée, et donc il y a eu deux directions. Suite à cette crise au sein du mouvement national, et puis c'était l'impasse. Ça veut dire que cette crise est devenue parce que les revendications du peuple étaient plus fortes. Oui, il y a eu... Messali Hadj ne répondait pas à ces revendications. Si, revendiqué, si, mais il voulait... donc, c'est assez compliqué à expliquer. Hein. Il y avait, disons, deux tendances. Il y avait ceux qui pensaient, qui croyaient toujours à une indépendance par la voie pacifique, et il y a ceux qui croyaient à une indépendance... C'est impossible et il faut passer à autre chose. Mais Messali Hadj était pour la lutte armée. Mais il a tergiversé lui aussi, il disait oui pour la lutte armée, mais dans 1 an, 2 ans. Les plus jeunes du mouvement, ceux qui ont créé le FLN, qui étaient membres de ce parti, mais qui n'étaient pas à la direction du parti. Oui, il n'y en a qu'un seul parmi eux qui était à la direction du parti. Les autres, c'était des cadres de base. Avec ce qu'on appelait... ils étaient ce qu'on appelait... Oui, le MTLD, autour de Messali Hadj, avait créé une organisation qui devait préparer l'insurrection, qui s'appelait l'OS, organisation spéciale, qui a été démantelée par les Français en 1953. Avec des arrestations, des condamnations à la prison à vie, etc. Mais le gros des troupes a plongé dans la clandestinité. Et parmi eux, ces mecs-là, ils étaient déjà dans la clandestinité. Ils étaient déjà dans la clandestinité et ils avaient décidé de prendre les choses en main. Ça veut dire qu'ils étaient menacés. Ils n'étaient pas par plaisir qu'ils... Non, ils étaient dirigeants de l'OS. Voilà. C'était eux les cadres dirigeants. Donc voilà. Ils ont, avec Bembella, ils ont plongé dans la clandestinité. Et dans la clandestinité, ils ont préparé l'insurrection. Dans les montagnes des Aurès, ils y avaient déjà mis... Les Aurès étaient déjà échappés au contrôle français. Il y avait déjà 1 millier de combattants déjà organisés, prêts à passer à l'action. Qu'ils formaient les autres qui arrivaient. Oui. Et donc, ils ont préparé, ils sont avec peu de moyens. Hein, ils ont récupéré, ils ont été en Libye, récupéré des armes, des stocks d'armes italiennes. Des soldats algériens de la Deuxième Guerre mondiale leur avaient passé des vieilles armes. Personne, ça a été un peu le coup de poker hein, quand ils ont déclenché la lutte armée par une série d'attentats, une série d'attaques contre des casernes. Personne ne savait qu'ils allaient mettre la mèche à un incendie qui allait vite se propager. Et en l'espace, ils ont même eux été dépassés par le mouvement. L'ampleur du mouvement. Oui, en l'espace d'1 an, 2 ans, des maquis se sont constitués un peu partout. Krim Belkacem, par exemple, lui, qui est là, dès 1945, quand il a vu les massacres, suite au massacre, il était déjà au maquis en Kabylie. Donc, depuis 1900, c'est-à-dire que comme 1954 est arrivé, lui et ses hommes étaient prêts. C'est en Kabylie qu'on a tiré la proclamation du 1er novembre 1954. Je le raconte dans l'UMA. Et je raconte comment, en lui disant, ils avaient un mot d'ordre. J'ai oublié le mot d'ordre, c'est ce soir l'Aïd ou un truc comme ça. La fête musulmane. C'est-à-dire c'est ce soir à 1h du matin qu'il faut passer à l'acte. Donc partout, il y avait des petits groupes qui étaient prêts. Et c'est parti. Et ensuite, ça s'est embrasé. Alors, l'armée française, il y a eu d'abord 100 000 hommes en 1954. Quand ils ont vu que ça prenait de l'ampleur, c'est monté à 200 000. En 1956, il y avait déjà 500 000 hommes installés. En 1956, 500 000 hommes mobilisés. Et concernant le nombre de soldats français qui sont allés, il y a eu 2 200 000 jeunes appelés. Je ne parle pas des engagés, qui ont traversé la Méditerranée. 2 millions de jeunes Français qui sont allés... faire leur service militaire, qui a prolongé, qui était 28 mois. Voilà. Et c'était 28 mois. Parmi eux, il y en avait des célèbres. Ernest Pignon, l'artiste. L'artiste, lui, il est allé à la fin de la guerre. C'était déjà fini, donc... mais parmi eux, lui-même a été
a été donc obligé de partir. Donc voilà. La minorité européenne, ils étaient 1 million, on ne le dit jamais, ils étaient organisés en milices, qu'on appelait les gardes territoriaux. Tous les soirs, ils patrouillaient dans les rues. Et si ça leur faisait plaisir, quand il y a un attentat, ils abattaient le premier Algérien dans la rue. Donc ils participaient aussi à la répression. Est-ce qu'il y a c'est à ces périodes-là que certains Algériens aussi étaient trompés, si on peut dire, et collaboraient avec les colons pour faire l'armée accessoire, auxiliaire pour eux. À partir du moment où il y a une guerre, il y a une répression, il y a toujours des gens qui collaborent, soit de manière consciente, ça il existait les bachagas. Les caïds et les bachagas, comme on les appelait, sur lesquels se basait la colonisation pour contrôler la population. D'ailleurs, le FLN a commencé par les descendre. Mais les caïds bachagas ont constitué, sur une base tribale ou villageoise, ont constitué leur propre milice, leurs propres armées. Et il y a eu des gens qui se sont engagés dans les rangs de l'armée française pour vivre, tout simplement, mais qui ont été obligés d'aller combattre le FLN. Quant aux Algériens qui faisaient leur service militaire, j'ai mon frère qui avait le service militaire pendant la guerre d'Algérie. Il le faisait en Allemagne. Il ne le faisait pas en Algérie parce qu'il y a eu des désertions dès le début. Donc il faisait leur service militaire à l'étranger. Et les plus importants commandants des FLN, quand même, ils étaient anciens militaires, si on peut dire. Pas nécessairement. La plupart, comme le service militaire était obligatoire, la plupart, soit ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, soit ils ont fait comme le fameux colonel Ben Shrif, qui était commandant à l'époque. Il a fait la guerre d'Indochine, il a été fait prisonnier même comment il s'appelle en 1954. Bref, il a été fait prisonnier en Indochine. Quand il est revenu, il a été libéré, il a déserté, et donc il s'est retrouvé dans les rangs de l'armée de libération avec un grade de commandant. Bien que ce monsieur est un fiefé réactionnaire, hein. Mais dans sa jeunesse, il a été un combattant. Donc voilà, par la suite, il a... Donc, l'armée n'arrive pas à vaincre les révolutionnaires, le peuple algérien qui sont mobilisés en FLN. Et même l'armée française, ils préparent des groupes similaires qui sont opposés par Karim Belracem, à part Harki. Oui, dans le même sens. Karim Belracem, il avait un groupe en face, que l'armée française, il donnait l'arme et tout ça, pour combattre Karim Belracem. Et après, l'armée découvre que ces gens-là, ils sont des membres de FLN. C'est ça? Oui, ça c'est des opérations, c'est-à-dire il y a eu des opérations d'infiltration parmi des engagés algériens pour les retourner. Ça a marché, mais ça n'a pas marché tout le temps, ça a marché au début. Au début, comme en 1957, ça a marché. Ça a marché, ils ont réussi comme ça à faire déserter, et même à ce qu'ils jouent le jeu de la collaboration. Une fois qu'ils ont eu les armes, ils ont déserté. Oui, bon, ça existait. Donc, dans cette crise de faiblesse de l'armée, la politique de parlementarisme français n'arrive pas à trouver une réponse. Est-ce que la guerre d'Algérie, on peut dire, une des victimes de cette guerre était le parlementarisme français qui est enterré et qu'on crée le 5e République avec l'origine présidentielle. Il y a eu ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? D'abord, pourquoi ils n'ont jamais accepté l'indépendance? Pour eux, c'est un département français.
c'est comme si, c'était comme ça que on voyait. L'Algérie était 3 départements, et donc pour eux, c'est comme si la Provence se soulevait contre l'autorité centrale. Ou un exemple un petit peu similaire, Corse par exemple. Ou la Corse, non, voilà. Donc pour eux, c'était ça. C'était pas normal qu'un département réclame son indépendance. Et il raisonnait de cette manière. Donc voilà, c'était. Et au niveau, donc ça a provoqué des crises. Il y a eu 7 gouvernements français. En combien de temps, de laps de temps? En l'espace de 5 ans. Ouais. Il y a eu Mendès France, Mollet, Borges Monori, Fimelin. Fimelin est resté un mois. Oui, Fimelin est resté Premier ministre pendant un mois. Donc il y a eu 7 à chaque fois, ils étaient renversés jusqu'à l'arrivée de De Gaulle. Bon, l'arrivée de De Gaulle, c'était quoi? C'était un coup d'État. Il y a eu ce qu'on appelle le 13 mai 58. L'armée française à l'époque manipulant la... Donc on est au milieu de la guerre. Oui, 4 ans passés, voilà. il reste encore 4 ans à faire si on peut. Exactement. Donc l'armée française, les généraux français, manipuler la population européenne d'Algérie était complètement, je dirais majoritairement, instrumentalisée, embrigadée par l'extrême droite, qui était de connivence avec les militaires français qui eux-mêmes sortaient de grandes écoles, étaient tous majoritairement de droite, même de la droite nationaliste. Et il l'exprimait même. Oui, il l'exprimait, ils étaient de la droite. Mais il y en avait même qui se réclamaient carrément et voulaient appliquer en Algérie ce qu'a appliqué l'armée allemande dans les pays qu'elle a conquis, pour en finir. Et il y en avait qui parlaient carrément d'extermination. Donc, sauf qu'on n'était plus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc eux, chaque fois qu'ils, ils étaient à l'origine de tous les renversements des gouvernements. Et c'est au sein des casernes, parce que le gros de l'armée française était en Algérie, toute l'armée était là-bas. Donc, on a ils étaient constitués en noyaux durs au sein le corps des officiers, et ils avaient pensé à mettre quelqu'un qui les comprenne, un militaire comme eux. Et, sauf que le De Gaulle avait aussi ses hommes à l'intérieur de ses... Et lui aussi a manipulé. Et il avait quelque chose de plus qu'eux, c'est la carrure politique. Il voyait loin. Et donc, ces hommes étaient partis, ils étaient derrière ce qu'on appelle l'organisation du 13 mai 58, quand la population pied noir a commencé à créer ce qu'on appelait, avec l'aide des militaires français, ils ont créé les comités de salut public. Comité de salut public d'Alger, comité de salut public d'Oran, ensuite des comités de salut public un peu dans tous les villages du nord de l'Algérie qui étaient habités uniquement par des Européens. Et ils ont fait ce qu'on appelle des simulacres de fraternisation. Ils allaient dans les fins fonds du bled, et il y en avait un qui était spécialiste de ça, c'était le colonel Garde et le colonel Godard, spécialistes de la psychologie. Et avec leurs camions, ils prenaient les fallahs, les trucs, et on les faisait monter, on leur donnait des pancartes, comité de salut public, du douar un tel, du village un tel, et on appelait ça la fraternisation franco-musulmane. C'est-à-dire même les Algériens ont été gagnés pour faire croire aux Français que le FLN c'était fini. En parallèle, et donc le 13 mai 58, le général Salan, qui était avec Massu, qui était à la tête de ce mouvement, avait carrément menacé de coup d'un putsch militaire. Et ils étaient même prêts à venir à Paris pour installer De Gaulle si l'Assemblée nationale
ne le désignait pas comme président du Conseil. Donc le président de la République de l'époque, René Coty, devant le danger, il y avait un plan qui s'appelait le plan Résurrection. Le plan Résurrection a commencé par le débarquement des parrains en Corse. Et le deuxième, et il devait aussi occuper les villes de Nice, Marseille. Et la troisième phase du plan, des troupes devaient venir d'Allemagne et des parachutistes, des soldats devaient être parachutés sur la France, qui devaient occuper la radio, la télévision, l'Assemblée nationale et installer de force De Gaulle. Donc De Gaulle, quand Coty lui a fait appel, et De Gaulle, à cette époque-là, il écrivait ses mémoires et il était un petit peu à l'écart. Il était à l'écart. Non, il était à l'écart. Non, il n'était pas tout à fait à l'écart, parce qu'il donnait des oui, bien sûr, mais en apparence. Il a donné une conférence de presse où il a dit que si la France a besoin de moi, je suis prêt. Donc il savait, il était au courant de tout. Et donc, sous la pression militaire, l'Assemblée nationale, les socialistes, De Gaulle avait reçu Guy Mollet la veille, ont fini par accepter, en violation de la Constitution, qu'un homme qui n'a pas été élu soit désigné président du Conseil. Il faut préciser que cette 4e République, un président du Conseil, il fallait qu'il soit député. Il fallait qu'il soit député, voilà. Oui. Donc non, c'est en violation de la Constitution. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il devient président du Conseil, et c'est là où il pense à... C'est la fin de la 4e République, où Michel Debré et ses collaborateurs donc élabore une nouvelle constitution, c'est celle qui existe aujourd'hui, présidentielle. Et c'est là où aussi, lui, à l'époque, il veut en finir avec la guerre d'Algérie. Et les généraux français, donc, croient que c'est l'homme de la situation. Il va en Algérie, en 1958, et il débarque, la foule l'accueille enthousiaste, il leur prononce cette fameuse phrase « Je vous ai compris ». Mais en même temps, il se réunit à 2 reprises, dans le plus grand secret, c'est-à-dire aucune information n'est sortie, avec notamment le général Charles Salon-Massu, où il donne l'ordre d'en finir avec les maquis. Parce qu'il était, en 1958-59, il était convaincu d'une solution militaire. Convaincu et non convaincu parce qu'il pensait aussi que l'Algérie ne pouvait pas rester, il appelait ça l'Algérie de papa. Et il a dit l'Algérie de papa, c'est fini. Est-ce que c'était pas dû aussi un petit peu parce que le bruit il sortait qu'il y avait le pétrole qui était découvert? Le pétrole était découvert, ça on arrivera, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Donc, là, il avait une richesse Algérie que De Gaulle ne voulait pas lâcher. Oui. Ça sera discuté par la suite dans les accords d'Évian, le 19 mars. Mais à l'époque, il fallait affaiblir le FLN, l'ALN, l'éradiquer. Et c'est à partir de 1959, c'est ce qu'on a appelé... ALN, Armée Libération Nationale. Oui, c'est le bras armé du FLN. Donc on avait décidé d'en finir. Et ça a été les plus grandes opérations militaires mobilisant des centaines de milliers d'hommes qui ont été lancées. D'abord, ça a commencé par l'ouest algérien, mais comme ce n'était pas une région montagneuse, mais c'est surtout la Kabylie, l'Algérois, les régions montagneuses, et l'est algérien. Et ils ont fait ce qu'on appelle le barrage électrifié à la frontière tunisienne, donc pour empêcher le passage des armes, des convois d'armes et d'hommes, parce qu'il y avait l'ALN de l'autre côté. Donc un barrage électrifié et surveillé par 100 000 hommes. Ça aussi entre 80 000 à 100 000 hommes mobilisés, artillerie, aviation, tous les moyens. C'était des batailles terribles sur les frontières. Et là-bas, c'est là où l'ALN a perdu le gros de ses troupes. C'était un massacre. Chaque fois qu'ils essayaient de passer... Ils perdaient des hommes. Ils perdaient beaucoup d'hommes parce qu'ils avaient un système de signalisation. Tout était signalé, l'artillerie entrait en action, les commandos de chasse français entraient en action.
l'aviation de guerre est entrée en action. Et donc ça a été terrible. Ça a causé beaucoup de dégâts et ça a affaibli ce qu'on appelait l'ALN de l'intérieur. On ne recevait plus d'armes. Il fallait qu'ils se débrouillent. Et donc on est passé à une autre phase de la guerre où l'ALN était obligé de s'éparpiller en petits groupes pour échapper au rouleau compresseur. Ce que les Français n'ont pas compris, ce que tous les historiens français que je lis n'ont pas compris, c'est que c'était une guerre de libération. Tant qu'il restait un, la guerre n'est pas finie. Comme l'a raconté le commandant Asdin, que j'ai interviewé dans l'Humain, dans le spécial Algérie, il a dit, même si on était écrasé, s'il y en avait un qui faisait un attentat, que ce n'était pas fini. Et donc, voilà, et De Gaulle, finalement, le général Chal, parce que on a appelé ces grandes opérations le plan Chal, qui ont débuté en 1958 et qui devaient prendre fin en septembre 1959. C'était ça, donc en un an, on devait en finir. Or, il se trouve qu'en 1959, c'était pas fini. Il y avait encore des groupes. Il y avait encore des groupes et le général Chal lui-même a reconnu que dans l'Est algérien, ils étaient encore là, ils se battaient. Dans l'Ouarsenis, c'est à côté d'Alger, les montagnes de l'Ouarsenis, ils continuaient à se battre. Ils opposaient une résistance. Dans la région de Tlemcen, ils préféraient se faire sauter que de se rendre. Ils se faisaient tuer que de se rendre. Ils utilisaient des techniques qui étaient des techniques de la guérilla, c'est-à-dire quand il y en a un qui était mort, il gardait une grenade, il se faisait sauter en même temps que ceux qui venaient le chercher. Hein. C'était comme ça. D'ailleurs, les Français, quand ils voyaient un cadavre d'un combattant, ils lui tiraient dessus avant de s'approcher. Ils se faisaient sauter. Donc, et donc, il y a eu ensuite un moment de répit, avec entre 1950, suite à ces grandes opérations, jusqu'à la fin 59. Qui arrive, là, oui, voilà, Alger, c'est ça? Oui, oui, mais 59, fin 59, l'ALN a calmé le jeu. Il faisait de rares embuscades, de rares attaques. Comme m'a dit le commandant Yahya, là, qui est devenu opposant, il est mort récemment. Il habitait pas loin, il habitait à Aubervilliers, parce qu'il était opposant au régime algérien, et c'est les communistes qui lui ont donné un logement à Aubervilliers. Et lui, il a dit, il a connu cette période de ce qu'on appelle l'opération Chal, un rouleau compresseur, et il a dit, on a fait les morts. Parce que l'ALN avait ce qu'on appelle des grottes dans les montagnes, et il restait jusqu'à 1, 2 mois, 3 mois même, à vivre dans des grottes, à l'abri, surtout en Kabylie, où ils ne donnaient aucun signe de vie. Ils emmenaient avec eux des chiens, c'est pour les tuer, mettre du sel et pour bouffer, pour tenir. Et ils tenaient comme ça jusqu'à ce que l'orage passe. Et ils ont recommencé, et c'est la population, ça on ne le dit jamais, parce qu'en même temps, il y a eu ces fameux regroupements. Il y a eu une politique de regroupement, c'est-à-dire qu'on dégarnissait les montagnes, on regroupait les populations dans des... Ça veut dire on rasait, en résumant, on rasait les villages et on faisait des campements. C'est ça? Oui, on demandait à la population, si elle ne quittait pas le village, c'était le bombardement. Donc elle était obligée de partir, d'aller dans des camps, dans des villages de regroupement. Et là, Pierre Bourdieu, que tu connais, a fait un fameux livre de sociologie, parce qu'il a fait l'enquête, qui s'appelle « Le regroupement ». Et où il analyse comment on a le déracinement. Le livre s'appelle « Le déracinement », où il analyse sociologiquement ce qu'a provoqué le déracinement de paysans et de montagnards qui ont quitté leur village et leur lieu pour se retrouver dans des villages tracés au cours d'eau avec des rues, et qui étaient surveillés par des guérites, par des tours, et donc il fallait... disons, il fallait, voilà, il fallait priver l'ALN de la population. C'est-à-dire,
Malgré ça, les gens qui étaient regroupés trouvaient le moyen, sous prétexte ou sous un autre, notamment les femmes, en allant chercher de l'eau, en leur permettant d'aller surveiller les chèvres. Comme c'est un pays de montagne, c'est des chèvres. Elles allaient et elles abandonnaient des galettes de pain, des galettes de trucs que les maquisards venaient ramasser la nuit. Ils venaient ramasser pour se nourrir. Et donc la population a joué un grand rôle. Et parmi les militaires algériens, il y en avait quelques-uns. Et ils passaient, moi je connais une histoire authentique, dans la région de Boghari, il y avait une rivière. Et le gars, il m'a raconté, il m'a dit, on passait, on abandonnait des balles. Ils n'avaient plus de balles. Donc on jetait les balles. Il a dit, et puis on restait dans le coin et on observait, on voyait un paysan passer avec son âne, ramasser les balles. Et donc ça s'est passé comme ça. Il y a eu une guerre de résistance. Ils ont vécu de cette manière et ils ont reconstitué petit à petit les maquis à partir de 1960. Mais ce qui a fait basculer les choses, qui a été le basculement de la guerre, c'était le 11 décembre 60. Le soulèvement de la population d'Alger, les Algériens à Alger, à Oran, et c'est parti d'un accident. C'était quelque chose que personne ne prévoyait, parce que dans la tête de tout, ça a été la surprise, dans la tête des officiers français, de la population européenne d'Algérie, le FLN c'était fini. Les Algériens étaient acquis à l'Algérie française. Sauf que, moi j'étais petit à l'époque, ils ne savaient pas ce qu'ils se disaient à la maison. Dehors, on disait ce qu'on veut. Dehors, on disait rien. On disait rien, il y avait des mouchards partout. Tu sais ce qu'ils ont fait, ça n'existe nulle part, le quadrillage des quartiers. Chaque quartier, on appelait ça des îlots. Et il y avait un chef d'îlot qui était le mouchard. Qui était le mouchard qui devait donc surveiller qui venait pas. Quand tu recevais quelqu'un de la famille, tu devais d'abord aller à ce qu'on appelle la SAU, section d'armée urbaine, signaler que le cousin Intel arrive, il va passer la nuit. Parce que le soir, les militaires passent, s'ils trouvent quelqu'un d'étranger et qui n'a pas été signalé, qui n'a pas été autorisé, il était ramassé. Et tout le monde était ramassé. C'était comme ça. Habitants Tous les habitants du quartier, non, les habitants, ceux qui l'ont accueilli, ils ne pouvaient pas mettre tout le monde. Voilà. Donc, quand il y a un cousin, un oncle qui vient, avant de venir, il dit, il téléphone, j'arrive, il fallait qu'on aille dire, voilà, monsieur un tel né, etc., va arriver avec sa femme, ses gosses, ils seront chez nous à partir de tel. Et donc, et avec ça, il venait vérifier quand même. Quand un patrouille militaire arrive, il regarde les papiers, il demande les papiers, il voit bien que si les noms correspondent. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, moi j'avais un oncle qui venait, il dit, ben, je viens pour voir la ville, acheter des trucs. Et il était autorisé à rester 24 heures, pas plus. Après, il fallait qu'il retourne. Et c'est comme ça que ça s'est... Donc il y avait ça, les chefs d'îlots, avec ces chefs d'îlots qui étaient des Algériens, qu'on appelait les Bleus. Et cet incident, c'était quoi incident qui a déclenché? L'incident, c'est que dans le quartier de Bellecour à Alger, qui était un quartier mixte européen-algérien, quand De Gaulle a fait sa tournée en Algérie en 1960, novembre 60, et il avait, après l'échec des grandes opérations militaires, il avait parlé d'Algérie algérienne, sans dire indépendance. Dans sa tête, c'était toujours l'Algérie associée à la France. Il avait une forme d'autodétermination. Si d'autodétermination, il appelait ça la troisième voie. Pour la première fois, il a obligé la population européenne à des élections proportionnelles, c'est-à-dire les Européens étaient 1 million, ils seront représentés par 10, les Algériens sont 9 millions, ils seront représentés par 90 députés. Et donc, il y a eu des élections en 1959, le FLN a appelé au boycott. Et le taux de participation par exemple à Alger n'avait pas dépassé les 15%. Ailleurs,
Et Ça veut dire de 15%. oui, Il y avait déjà 10% à peu près, 10 même plus, qui 80%. étaient colonnes, des colonnes. Oui, oui, voilà. Il y avait une 80%, petite voilà. 2-3% Voilà. algériens. qui Parce sont que partis. l'ordre a été donné par De Gaulle de ne pas faire ce qui se faisait avant. Avant, ils ne se cassaient pas la tête, les para-français. Quand il y avait un vote, ils ramenaient les camions, ils ramenaient tout le monde, caméra qui filme, et tout le monde vote. Ils ne votent, ils n'ont qu'un seul bulletin. Algérie française. Tout le monde vote. On ne cherchait même pas à contrôler leur identité. On ne cherchait même pas, tout le monde vote. Là, il a dit non, c'est un vote libre comme en France. Celui qui a envie de s'abstenir s'abstient, celui qui a envie de voter. Et le taux de participation était faible, et il n'a été fort que là où les militaires français sont allés dans les petits villages de la montagne, forçant les gens à voter avec un seul bulletin. Mais bon, De Gaulle n'était pas dupe, il a bien vu que ça ne marchait pas, la troisième voie était un échec, et il comptait d'ailleurs sur une nouvelle élite. On avait aussi démocratisé l'accès à la fonction publique. La fonction publique dans les mairies, dans les préfectures, était réservée uniquement aux Européens et à quelques collabos. Là, ils ont permis à tous ceux qui avaient... donc il y a eu l'administration, un grand nombre d'Algériens qui sont entrés dans les administrations. Il y a eu même des préfets, des sous-préfets. Ceux qui étaient éduqués, ceux qui étaient Oui, intégrés dans la oui, société, dans la oui. métropole. Voilà, oui, ils les ont... Donc ils ont permis l'accès à la fonction publique ou à l'emploi de manière générale aux Algériens. Pas uniquement réservé aux Européens. Et ils pensaient qu'à travers cette politique allaient se dégager de nouvelles élites qui accepteraient une Algérie autonome dans le cadre toujours de l'Union française ou associée à la France. Donc il n'était pas encore pour l'indépendance. À la suite de l'échec de cette troisième voie, la troisième voie ayant échoué, les grandes opérations militaires, elles ont, c'est vrai, affaibli l'ALN, mais ne l'a pas tué. ne l'a pas tué. Ils étaient toujours là, ils ont repris leurs attentats, leurs embuscades, même si les attentats et embuscades n'avaient pas l'ampleur qu'elles avaient en 1956-57. Donc ils avaient repris, et donc ils ont été à l'idée, et il a lancé l'idée de, ou FLN directement, de désigner des représentants. Et il y a eu premier contact quasi secret à Melun, 1960. Et là, les porte-parlers de Melun, et là, ça a commencé, en Algérie, les pieds noirs commençaient à crier à la trahison. Et ça veut dire que, pour que ça soit clair, c'est un dialogue d'État français avec FLN a commencé 2 ans avant. A commencé, mais pas de manière officielle. Pas de manière, bien sûr. Voilà, pas de manière officielle. En secret total. Voilà. Alors, et lui, il était venu donc en novembre 60. Il a fait une tournée, il appelait ça la tournée des popotes. C'est-à-dire, il allait voir les militaires ensuite, et passait de ville en ville. Les grandes. Voilà, grandes villes. L'extrême droite française en Algérie, qu'on appelle les Pieds Noirs, a décidé de faire comme en mai 58, de faire sortir les gens pour crier Algérie française. Et dans le quartier de Bellecour, ils ont voulu, ils croyaient que les Algériens étaient acquis ou comme avant, comme dire, moutons, ils vont marcher. Ils voulaient les entraîner de force pour aller manifester pour leur attachement à la France. Et il y a eu une bagarre dans un café. Ça a commencé comme ça. Une bagarre. Une bagarre entre jeunes pieds noirs et jeunes Algériens. Et la bagarre a pris des proportions. C'est devenu... C'est-à-dire c'est une étincelle, si on peut dire. Une étincelle qui a pris dans le quartier de Bellecour. Le 11 décembre, 10 décembre au soir, ça a éclaté dans le quartier de Bellecour. Et ça s'est ensuite propagé à la Casbah d'Alger, dans la banlieue d'Alger, ensuite à Oran, quand ils ont appris, et un peu partout. Et ça a duré 2 jours.
2 jours avec les drapeaux du FLN, etc. Et c'était la rupture. La population algérienne a voté avec ses pieds et avec ses mots d'ordre. Et on voulait savoir ce qu'elle pensait, ben, elle a manifesté dans la rue au prix de centaines de morts. Alors je lis toujours dans les livres d'histoire, je m'a cité des chiffres, on cite des chiffres incroyables. Il y aurait, durant tous les événements de décembre 60, 120 morts. Ils ont tiré à la mitrailleuse lourde dans mon quartier. Dans mon quartier, à la mitrailleuse lourde. Ils ont tiré à la mitrailleuse lourde même le jour des obsèques des victimes. Mais c'était fini. C'était fini. Tout le monde a compris ce que la population pensait. Et donc ça a été le basculement. Et je te parlais tout à l'heure des mouchards, des îlots. Ça a été... Ceux qui ont été lynchés par la foule sont morts. Les autres ont été obligés de fuir. Et parmi ceux qui ont été tués, il y a un certain Saïd Madani, qui était membre de ce qu'on appelait le comité de salut public d'Algérie, avec le général Massu, etc. Lui, il a eu le culot de sortir pour arrêter les manifestants avec son arme. Et il a même tiré sur eux. Et donc, il a été exécuté carrément par la population. Et la presse coloniale a trouvé le moyen. Notre ami Saïd Madani a été tué par les Félagas. Et il y a eu ce jour, ça a été le basculement. À partir de là, tout a changé. Le FLN, qui était très affaibli déjà dans Alger après la bataille d'Alger en 1957, donc qui était très affaibli, s'est reconstitué. Sont reconstitués les réseaux du FLN dans les villes. Des jeunes ont commencé à gagner le maquis. Et au maquis, ils n'avaient pas assez d'armes pour les recruter. Donc ils étaient obligés de repartir. Et donc tout a basculé. De Gaulle n'avait d'autre choix que de négocier. Mais là, il y a l'équipe de FLN en Alger. Il y a une équipe constituée, Youssef. Oui. Il y avait la LN qui était là, qui était... disons, le FLN, parce que ce qu'on appelait le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui a été constitué à l'extérieur, en 1958, ils ont été pris de court. Ils ne savaient pas. Ils ont été eux-mêmes surpris par le soulèvement de la population. Eux-mêmes ont été... Parce que le soulèvement, le FLN n'était pas derrière ce soulèvement. Ceux qui disent ça, ils mentent. Ça veut dire organique. Oui. Il a pris... les militants du FLN ont pris le train en marche pour encadrer, tout de suite, pour la connerie qu'a faite peut-être De Gaulle dans sa politique de fraternisation, où il cherchait la troisième voie, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, j'ai oublié de le dire, il a gracié des gens. Mon père, par exemple, qui était... il n'était même pas condamné, il a été ce qu'on appelait, quand il y a eu en 1954, quand la guerre a commencé, tous ceux qui étaient nationalistes, c'est ce qu'on appelait arrestation préventive. On ne lui a même pas laissé le temps d'adhérer au FLN, il s'est retrouvé dans un camp. On n'appelait pas ça un camp, on appelait ça un centre d'hébergement. Et donc, il a prononcé des mesures de grâce en faveur des Algériens n'ayant pas commis d'attentats, etc. Des militants politiques. Mon père faisait partie du premier lot en 1950. Ça, c'était pour calmer le jeu. Oui, calmer le jeu. Calmer le jeu, et puis il se sentait fort. Oui, voilà. Ça y est, la guerre est gagnée. La guerre est gagnée. Tout ce qu'on les obligeait simplement, ils n'étaient pas libres totalement, ils étaient en résidence surveillée. Mon père était obligé chaque semaine d'aller pointer au commissariat du quartier, comme quoi il était là. Il avait même droit de retrouver du boulot. Il a trouvé un boulot comme chauffeur, parce que ce n'était pas un intellectuel. Il était chauffeur dans une messagerie de presse, donc on avait droit à tous les journaux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lui et tous ceux qui ont été libérés, ils ont vite repris du service. Tout de suite, ils ont repris du service, tout de suite, ils ont été contactés, et tout de suite, ils ont reconstitué les réseaux. Le réseau du FLN a été constitué par des nouveaux. Donc l'année 60 et 61. Voilà, l'année 59 déjà. 59 déjà.
déclenché. Voilà. Et aussi par tous ces prisonniers politiques libérés par De Gaulle. Ils étaient des... à chaque fois, c'était un lot de 5-6 000. C'était nombreux. Donc, ça veut dire qu'ils libéraient pour faire la place pour les gens qui étaient, étaient accusés ils étaient graciés. Oui, je veux dire, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre toute la population. Oui, ils ne pouvaient pas mettre... il a d'abord gracié les condamnés à mort. C'est sous De Gaulle, 1958-59, il y a eu encore des exécutions, mais à partir de 1959, si je ne me trompe pas, les peines de mort n'étaient plus exécutées. Ils étaient exécutés à la guillotine. Fernand Yveton, par exemple, a été exécuté à la guillotine. Et donc, ils ont gracié, les peines de mort ont été transformées en prison à vie, en perpétuité. Ceux qui avaient 20 ans de prison, condamnés à 20 ans de prison, ont été ramenés à 10 ans. Ceux qui étaient la grande majorité, ils étaient emprisonnés sans jugement. Ça dépendait des peines. Ils étaient libérés. Ils étaient comme mon père. Il a été emprisonné sans jugement. On ne lui a même pas demandé son avis, d'ailleurs, s'il était pour ou contre. Mais il était militant nationaliste, donc ça suffisait. Donc il a été libéré. Libéré conditionnellement, c'est-à-dire en résidence surveillée. Les seuls qui sont restés en prison jusqu'au cessez-le-feu, c'est les combattants pris les armes à la main. Eux, ils étaient dans des camps en plein désert. Des tortures. Oui, eux, ils ont souffert. Ils étaient entre les mains. Il y a eu un film, d'ailleurs, il y a eu Abdelhamid Benzine, dirigeant communiste, a écrit un livre qui s'appelle Le Camp, où quand il était journaliste à l'Alger républicain, quand ils sont aperçus qu'il était coco, il se trouve que tous les officiers qui ont encadré le camp, il y avait des Allemands, donc des anciens nazis, et les pires, c'était les Hongrois. Ah, ils ont dit, il raconte ces soldats, ces officiers d'origine hongroise, et il a dit, à Budapest, les Rouges ont massacré, maintenant on va te faire payer. On va te faire payer. Tu es communiste, donc tu as approuvé. Benzine, il était au maquis, ensuite il a été arrêté, il ignorait complètement qu'il y a eu l'insurrection de Varsovie. Il l'a appris par la suite. Il y a un autre récit dans ce temps-là, exactement dans la période, qui est Alec. Alec, c'est pas... Oui, voilà la question. La question, oui. Donc, ça qui montrait la répression qui la France exerce ici, en Algérie. Et ça a amené une conscience politique plus importante en France. En France, difficilement quand même. C'était le fait d'une minorité d'intellectuels. Et ça mène aux manifestations importantes. Aux manifestations, il y a ce qu'on appelle aux soldats insoumis, des jeunes qui refusaient de partir. Parce que, il y a eu... Le plus important, c'était... C'était en 61, Sharon. Oui, Sharon. Il y a eu d'abord la manifestation des Algériens le 17 octobre 61. Plus de 200 morts dans la Seine. Moi, quand on me dit en Algérie, il n'y a pas eu de répression, je dis ici en France, sous les yeux de la République, on a tué 200 Algériens. Ça veut dire imaginez ce qu'ils faisaient au bled. Ça veut dire qu'on prenait un Algérien qui manifestait, on jetait dans la Seine. Oui, c'était comme ça. On leur disait, même s'ils savaient nager. Tu sais nager, il y en a un qui raconte, un survivant, tu sais nager? Oui, on le balançait dans l'eau froide. Lui, il savait nager. Donc c'est à peu près 200 morts. 200 ou plus, ils ne veulent pas ouvrir les archives. Et après, la suite? Voilà, ils ne voulaient pas ouvrir les archives. Non, pour moi, c'est un exemple. C'est-à-dire, ici en France, on tue 200 en une journée. Au fin fond du bled algérien, où il n'y avait ni journalistes, ni journalistes, ils y allaient, mais ils y allaient encadrés, ils n'y allaient pas au fond, il n'y avait pas de caméra. C'était une guerre sans images. Au fin fond du bled, il y avait une répression. Personne ne savait combien ils avaient. Si on tue 200 en France, loin des caméras entre eux, ils commettaient les pires massacres.
ont bombardé les villages au napalm, qu'on voit dans les films d'ailleurs de guerre vietnamiens, au napalm, des boules de feu. 8000 villages algériens, ça c'est un chiffre authentique, ont été rasés et détruits. Et parallèle à ça, ça c'est partie officielle, parallèle à ça, les généraux qui sont démis de leur fonction par De Gaulle, ils s'organisent une organisation secrète OAS, non? Avant, ils ont fait un coup d'État. Oui, après le coup d'État. Justement, quand on parlait de toi tout à l'heure, De Gaulle qui mène des négociations secrètes le 11 décembre 60, et là il se résout à la réalité. Il est obligé d'accepter l'indépendance, mais à ses conditions à lui. Des voix commencent à s'élever parmi le commandement de l'armée française. Le général Massu est rappelé en France et envoyé en Allemagne. Colonel Bijard, le fameux colonel Bijard, lui était rappelé aussi, mais lui était gaulliste, donc à la limite, ils s'en foutaient. Mais ce qu'on appelait les colonels, parce que l'armée française, c'est l'armée des colonels. Eux se sont organisés en secret. Tout a été organisé dans l'école de guerre en France et en Algérie. Général Salon, lui, a été mis à la retraite, il vivait en Espagne, chez Franco. Et ils ont décidé de passer aux armes. Et donc, à la tête du putsch du 22 avril 1961, il y avait le fameux général Chal, celui qui a mené les grandes opérations militaires, qui a décidé de prendre le pouvoir. Et ils ont pris le pouvoir. Ils étaient 4 généraux. Je les connais tous. Chal, Salan, Zeller, Jouot, que De Gaulle a appelé le carteron de généraux. Oui. Ils ont pris le pouvoir. Et ils avaient l'objectif, ensuite, de parachuter des militaires à Paris pour prendre le pouvoir. Michel Debré, le Premier ministre français, a fait un célèbre discours où il a demandé aux Parisiens, à pied, à vélo, voiture, d'aller se rendre à l'Arc de Triomphe, partout. On a commencé à distribuer des armes en France pour défendre les lieux publics. Les communistes, c'était le Parti communiste a commencé à organiser, y compris ces groupes pour résister. La CGT dans les usines avait organisé aussi des comités de défense. Donc on était au bord d'une guerre civile. Ce qui a fait échouer ça, c'est qu'au sein du commandement français, même s'ils étaient pour l'Algérie française, il y en avait plein, et ils n'étaient pas pour guerre civile. C'est-à-dire il y avait une ligne rouge que certains officiers français ne voulaient pas dépasser, franchir. Et ce qui a fait échouer le putsch, c'est donc les soldats du contingent, les appelés, qui eux ont commencé dans les casernes à dire en obéir. Ils ont commencé à désobéir à leur commandant. L'armée de l'air, qui a refusé de marcher à leur commandant qui était sous l'influence de... Oui, des simples capitaines, oui, des capitaines. Il y a même des officiers, capitaines, commandants, qui ont été arrêtés par leurs soldats. On les a arrêtés. Des soldats sont révoltés dans les casernes, et pas question. Et ce qui a fait échouer le coup d'État, c'est l'armée de l'air, qui a refusé de marcher, et la marine de guerre. Alger, à l'époque, a été encerclée par des porte-avions, donc il y a eu un blocus, et finalement, il n'y avait que les régiments de parachutistes qui étaient le dernier carré à soutenir, et encore, à soutenir les putschistes. À ce moment-là... Qui est à leur tête, c'est Salam, comme. Chal et Salam. Salam plonge dans la clandestinité. Chal se rend. Zeller se rend. Ils avaient été condamnés à mort à l'époque. Plusieurs officiers se sont rendus. Les autres, le gros, notamment les colonels, Godard, Garde, Argout, qui est un nazi, ce mec.
exprimé, si on peut dire. Oui, c'est des nazis, donc des gens qui avaient en tête, après le coup d'État, d'en finir, hein, c'est massacrer, y compris. Moi, je me souviens quand il y a eu le putsch du 22 avril 61, le FLN dans les quartiers d'Alger, il a dit maintenant, c'est fini l'époque où ils venaient nous ramasser comme ça, maintenant il faut se défendre. Et on a vu les vieilles aiguiser les couteaux, les cocktails Molotov à la Casbah, près des armes ont commencé à circuler pour se défendre, c'était ça ou la mort. Bon, on n'est pas arrivé à cette extrémité. Et donc l'OAS a été créé. Et dès le mois de juin ou septembre, ont commencé les premiers assassinats par l'organisation de l'armée secrète, qui est une organisation fasciste. Voilà. Qui sont quand même, même si c'est issu, les membres de cette organisation ont joué un rôle important dans le parti politique de droite et extrême droite. C'était leur trace, il y est encore. Ils étaient surtout membres de ces officines d'extrême droite, catholiques, intégristes. Ils étaient organisés, la plupart étaient originaires de là. La plupart des tueurs de l'Ouest n'étaient pas des Français d'Algérie. C'était tous des mecs nés en France, hein, des anciens, en général des anciens parachutistes, parce que beaucoup de parachutistes avaient déserté pour rentrer dans l'OAS. Et donc, à partir de là, ils ont commencé par faire ce qu'ils appelaient par tuer. Ça veut dire qu'il y avait quand même alors une centaine d'attentats par jour, non 50, 100 ans. Après, c'était du n'importe quoi. Au départ, parce que dans la population européenne d'Algérie, une partie, ce qu'on appelait les libéraux, commençait à se faire l'idée d'une Algérie fraternelle. Donc à vivre dans un État indépendant, fraternel, voilà. Donc commencé là. Et l'OAS a commencé par exécuter ces gens-là. Et le premier à être exécuté, c'était un avocat qui s'appelait Maître Roupi. Donc il a été le premier meurtre commis par l'OAS et revendiqué par l'OAS, qui mettait partout dans les rues d'Alger, OAS Veille, OAS Vaincra. Ils avaient ensuite une radio, après ils pirataient la télévision française de l'époque, et ensuite ils recevaient des armes, c'est des convois d'armes, avec la complicité de militaires français. C'était des convois et des convois d'armes de toutes sortes qui se sont accaparés, et ils ont constitué des fiefs dans les quartiers européens d'Alger. Donc, après cette période répressive très sanglante, il y a quand même un dialogue qui est déjà... Il y avait les négociations, et ça avance fort. Et en 61. Fin 61, ça avance fort, et on arrive à 62. Oui, il y a eu les négociations, ont duré longtemps. On a commencé en 60, ensuite en 61, officiellement en 61. Elles ont duré longtemps parce que De Gaulle était pour l'indépendance, sauf le Sahara. Sauf le Sahara. Il proposait que le Sahara algérien et le pétrole soient gérés avec les pays du Sahel. Et donc ils avaient même mis en place une organisation qui s'appelait Organisation des provinces sahariennes, etc. Ça veut dire pendant presque un an, les discussions étaient bloquées sur la question du Sahara et sur d'autres points très compliqués. Malgré tout, il a fini... l'ALN a porté la guerre dans le Sahara. On l'oublie souvent. Ils ont commencé à mener des attaques dans le Sahara, y compris dans le Hogar, à partir de la frontière malienne, dans laquelle un certain Bouteflika a joué un rôle. Je ne sais pas, en tout cas il était là. Oui, je l'ai vu. Oui, il était là. Il avait un nom, il s'appelait le commandant Abdelkader. Donc il a été envoyé dans la frontière malienne pour superviser les opérations de l'ALN,
avec un certain Frantz Fanon. Frantz Fanon qui était lui, je dirais que c'est lui qui supervisait tout. Donc il était avec Frantz Fanon, donc on ne peut pas lui nier ce rôle. Est-ce qu'il a combattu tout ça, pour moi c'est secondaire. Donc il a fait partie. Et donc il y a eu un front qui a été ouvert dans le sud, plus le front vers l'est, Tunisie, Libye. Et ce qui a inquiété les Français, c'est aussi... L'État français. L'État français, c'est que le FLN a commencé à former et à organiser des mouvements de libération africains un peu partout dans les colonies, colonies françaises ou pseudo-indépendantes. Et donc ils les ont formés, ils ont formé les gens de l'ANC, et ils devaient déclencher, et ça l'homme qui était le nom reviendra après, avec Frantz Fanon, et donc devait déclencher des insurrections au Cameroun, ça a éclaté d'ailleurs au Cameroun, un peu partout, de façon à alléger le front algérien. C'est-à-dire qu'obliger les Français à mettre des troupes en Afrique et alléger le front algérien. Et donc, ça a commencé à inquiéter De Gaulle parce qu'il y a eu une insurrection réprimée très durement au Cameroun, qui a été menée par le parti existe jusqu'à maintenant, le parti des populations du Cameroun. Et donc, il y a eu des milliers de morts au Cameroun. On parle de 100 000 morts, selon les chiffres camerounais. Donc, au Cameroun, en un an, 100 000. On reconnaît. En 8 ans, en Algérie, on nous dit qu'il n'y en a que 300 000. Enfin, c'est de la plaisanterie, quoi. Donc, au Cameroun, il y a eu déjà un massacre. Un massacre sans journalistes, sans personne. Sans témoin. Sans témoin. Et donc, et d'ailleurs, cette histoire du Cameroun, il faudrait bien qu'un jour... on en parle, hein. Pas moi, mais que les Camerounais, ils existent, mais qu'au niveau de l'opinion publique française, les gens le savent. On admire les footballeurs camerounais qui jouent en France, ou des footballeurs français qui sont d'origine camerounaise, mais on oublie que derrière, il y a une histoire. Il y a une histoire. Et parallèle à ça, il y a au niveau international, FLN gagne un succès important. Oui, il y avait la diplomatie, ils avaient tiers-monde, surtout non alignés. Oui, ils avaient parce que, bon, la langue française a aidé. Il y avait une élite qui était à la tête du FLN. Par exemple, en France, ils n'ont jamais fait d'attentat contre les civils. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Le peuple français. Voilà, ils n'ont jamais fait d'attentat en France. Ils ont tué des policiers français, il y a eu des règlements de compte entre policiers français, DST et FLN. Mais on n'a jamais été tiré dans le boulevard Saint-Germain, mettre une bombe contre des Français, comme font les islamistes, par exemple. Parce qu'il y a des morts en Algérie, on va faire. C'était un combat d'État à d'État. C'était un combat de libération, et ils ont mené des actions de sabotage. Ils ont brûlé le port de Marseille. Ils ont attaqué la caserne, le château de Vincennes. La fusillade a duré toute une nuit. Ils ont attaqué le château de Vincennes. Et ils ont attaqué à plusieurs reprises le commissariat de la Goutte d'Or. La Goutte d'Or parce que c'était un lieu de torture tenu par des harkis. À 3 reprises, ils ont attaqué en faisant des morts. Mais c'était toujours des attentats ciblés. Et le FLN en France était aidé par des militants français, notamment par quelqu'un qui est très connu, d'origine juive polonaise, s'appelait le Faussaire. Et ils avaient des papiers, tout ce qui est de plus français, signés par De Gaulle. Non, ils ont acquis l'un des chefs du FLN, de l'époque Fédération de France du FLN. On n'a jamais réussi à lui mettre la main dessus, parce qu'il donnait ses ordres en taxi. Un chauffeur taxi, il roulait, il s'arrêtait, il prenait un client, et c'est comme ça que les ordres circulaient. Là, ils avaient une organisation très poussée en France, en Allemagne, en Belgique, des réseaux partout.
On peut dire qu'il est devenu un exemple pour les autres pays, Oui, pour le mouvement de libération. Oui, voilà, par exemple. Moi, je me rappelle que, par exemple, mon livre de chevet, c'était un livre sur Jamila Boupacha. Jamila Boupacha, c'était à Alger, mais elle a été ensuite. Picasso a fait un dessin. Elle est toujours vivante. Hein. Oui, toujours vivante, oui. C'est son nom. Oui, ce qui fait que, bon, il y a une organisation. Ce qui est dommage, c'est que les Palestiniens n'ont pas calqué ce type d'organisation. Et ils étaient trop arabo-arabes. Il n'avait pas cette ouverture qu'il avait. Oui, bon, il faut dire que les cadres du FLN étaient de culture francophone, donc ils savaient comment fonctionner. Ils étaient d'abord en Algérie, il y a eu quand même des partis politiques avant la guerre, ils participaient aux élections, même si c'était des élections truquées, il y a eu quand même des maires nationalistes. L'adjoint maire d'Alger était un futur dirigeant du FLN, qui était sur une liste nationaliste. Donc il y a eu un mouvement ouvrier, le Parti communiste algérien, des syndicats. Et le mouvement national algérien est né en France. On l'oublie. Pourquoi il est né en France? Parce qu'en France, on avait le droit de s'organiser. En Algérie, il leur était interdit... La France métropolitaine. Oui. En Algérie, il était interdit aux Algériens de s'organiser. Dans la France métropolitaine, ils se sont organisés au sein des syndicats. À l'époque, ils étaient quelque chose, dans les années 20, je crois, selon Benjamin Stora, autour de 150 000 à 200 000, essentiellement dans la région parisienne, Lyon et le nord de la France. Et donc à Renault, avec l'aide du Parti communiste français, est née l'étoile nord-africaine. Et l'un des dirigeants de l'étoile nord-africaine, mais Salih Hadj, a été sympathisant, mais a même un peu milité au sein du PCF, mais après il les a quittés. Mais j'ai oublié le nom de son adjoint. Lui, il était membre du PCF et membre du comité central. Donc la plupart ont bénéficié, disons, de l'organisation communiste. Et le mouvement national, quand il est né, l'étoile nord-africaine, son modèle d'organisation était calqué sur celui du Parti communiste. Parti communiste. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, et ça c'est un trait du mouvement national algérien et de Salih Hadj, contrairement aux mouvements de libération arabe qui ont soutenu l'Allemagne nazie, ça n'a pas été le cas des nationalistes algériens. La plus terrible répression subie par les nationalistes algériens, c'est sous le régime de Vichy. C'est là où il y a eu les condamnations à mort, la déportation dans le sud, mais Salih Hadj est tout de suite arrêté parce qu'il a lancé un appel aux Algériens de ne pas écouter les appels de Pétain et de refuser de soutenir l'Allemagne nazie, parce qu'il y a eu quand même quelques militants nationalistes qui ont été approchés par le pouvoir, par les Allemands, pour créer une espèce d'insurrection pour gêner l'armée française. Enfin, voilà. Il y a eu ça. Donc, ce succès international qu'on parlait, donc il est reconnu par plusieurs pays. Le président du gouvernement provisoire, avant même l'indépendance, est reçu en Chine comme un chef de gouvernement. Même avant, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Bandung. Voilà. La conférence de Bandung. Des conférences non alignées. Voilà, des non alignés, ils ont participé. Et il faut dire que dans cette histoire, 3 hommes ont aidé le FLN à avoir cette notoriété internationale. 4, je dirais. Tito, Nasser, Sokarno et Nehru, qui ont beaucoup joué, qui ont permis au FLN, par exemple, le FLN avait déjà... Pas de Chouenla après. Non, mais dans le mouvement des non-alignés. D'abord, ça a été le mouvement des non-alignés, ce qui fait que le FLN avait une représentation en Indonésie, en Inde, la Yougoslavie, ils ont été même plus loin, ils ont formé les combattants. Les blessés algériens étaient soignés, les plus graves étaient soignés en Yougoslavie, ce qui fait que beaucoup
aujourd'hui colonels, de généraux algériens, sont mariés à des Yougoslaves. Ils les ont connus à cette époque-là. Et après, il y a eu des délégations du FLN invitées par la Chine, le Vietnam, ils ont fait des tournées, et il y a eu le rôle de ce qu'on appelle l'équipe du FLN, l'équipe de foot. La désertion des 80 joueurs professionnels français qui jouaient dans les grands clubs en France, Rachid Bekloufi, Zitouni, qui faisaient déjà partie de l'équipe de France. Et on oublie que l'équipe de France de 58 a été qualifiée dans ce fameux match contre l'URSS au stade Colombe sur un but d'un jeune qui s'appelait Rachid Bekloufi, qui deviendra ensuite une star. Il est toujours à Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne deviendra ensuite une star du football français, même après l'indépendance d'Algérie. Quand ils ont débauché, ça a eu un retentissement international incroyable. Des joueurs du stade de Reims, comme Mohamed Maouche, c'était une star qui jouait avec Copa, Piantoli, ou Mustapha Zitouni, ou Bembi Tour de l'OGC Nice, qu'on appelait le Garincha de l'Europe, Rachid Bekloufi, enfin, 80 joueurs désertent, gagnent Tunis, créent une équipe nationale, qu'on a appelée l'équipe du FLN, qui a fait une tournée dans tous les pays de l'Est, parce que les pays occidentaux refusaient de les recevoir, mais ils jouaient contre les pays les équipes nationales des pays socialistes, où parfois ils gagnaient par des scores énormes, parce que à eux seuls, c'était une équipe nationale, a fait beaucoup pour l'image du FLN. Il n'y avait pas que les femmes, il n'y avait pas que les artistes, parce qu'ils ont aussi créé une troupe de musiciens qui faisaient la tournée un peu partout, une troupe folklorique, une troupe de théâtre avec Kateb Yassine. Et donc ils ont investi la scène internationale, l'aspect culturel, politique, etc. Mais je dirais que ça, les Palestiniens, ils ont compris ça tardivement. Tardivement. Moi, je voyais les Palestiniens, c'est pas pour leur donner des leçons, mais à l'époque des années 70, et ils voulaient savoir si, au lieu d'essayer de le gagner, ils voulaient absolument que le bonhomme condamne Israël. Non. Et une fois, j'ai dit à un Palestinien, il me dit, le FLN faisait ça, mais il ne demandait pas aux Français de trahir son pays. Il dit, il essayait de les gagner sur solidarité. Non, sur un mot d'ordre simple, la paix. Il faut arrêter la guerre, il faut faire la paix. La paix. C'est un mot d'ordre simple, la paix. L'indépendance viendra après. Un travail de fond. D'ailleurs, le FLN avait édité des brochures, j'en ai une d'ailleurs chez moi, à l'intention des soldats. Soldats français, vous menez une guerre qui n'est pas la vôtre, etc. En français, des brochures. En Algérie, le soir, devant les casernes, en pleine campagne, ils ont pris ça sur les méthodes vietnamiennes. Par haut-parleur, ils appelaient les soldats français à déserter. Voilà, Donc nous avons ce succès international, un échec de la politique guerrière et ça nous amène aux négociations à Evin. Oui, il y a eu les accords d'Évian. Bon, les accords d'Évian, il y a beaucoup de choses dessus. Les accords d'Évian, disons que c'est un compromis. Quoi qu'il en soit, le FLN n'était pas... Ils étaient en train de négocier avec, quand même, à l'époque, la troisième ou deuxième puissance mondiale. Hein. Donc, ils ont été obligés d'accepter un certain nombre de conditions. En fait, les accords d'Évian, il y avait plusieurs choses dedans. C'était... et ils instituaient des rapports de dépendance coloniale. Il y avait dedans, ils garantissaient, c'était écrit noir sur blanc, garantissaient les intérêts français en droit, y compris par la minorité européenne, et les biens acquis, les biens sociaux et les biens acquis. D'accord. Tout était garanti, et garantissait l'exploitation pétrolière sur la base de la concession.
avec une petite royalty, comme ça se faisait au Moyen-Orient, en Algérie. Et il y avait les clauses militaires. Des clauses militaires. Qui est resté secret, certains, Non, jusqu'à les dernier clauses, moment. non, les clauses militaires étaient inscrites dans les accords d'Évian. Non, là, il y a une partie qui est restée secrète. Non, pas de partie secrète. Ce qui était secret, c'était les explosions nucléaires. Voilà, c'est ça. Non, les clauses militaires n'étaient pas secrètes. La plus grande base navale de Méditerranée, c'était Mers el-Kébir, qui était une base de l'OTAN. Donc elle devait rester sous contrôle français pendant 15 ans. Un bail renouvelable tous les 15 ans. Un peu genre Guantanamo. La base navale de Mers el-Kébir et tout ce qui y allait autour. Il y avait les installations nucléaires françaises, au nombre de 4 ou 5 dans le Sahara algérien. Concédées sur un bail de 5 ans renouvelable, avec le droit de poursuivre leurs essais nucléaires. Et il y avait aussi, parmi ces clauses, je ne vais pas les citer toutes, l'Algérie devait faciliter les liaisons aériennes et mettre à sa disposition un certain nombre d'aérodromes dans le nord de l'Algérie pour les opérations militaires françaises. Et donc, le FLN a accepté tout ça, ce qui a créé des remous au sein même du FLN. Les plus radicaux, notamment au sein de l'ALN, le colonel Boumediene, ils étaient contre. Mais on était arrivé à un stade où la population algérienne aussi en avait marre de la guerre. Personne n'était prêt à encore repartir 1 an, 2 ans, comme certains radicaux du FLN, et on était convaincus. Donc, simplement, moi je suis tombé sur un rapport du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, publié par l'un des négociateurs dans son livre. Dans son livre qui s'appelle Évian. Reda Malek a publié l'extrait du rapport à la fin des négociations d'Évian. Il était écrit noir sur blanc. L'indépendance politique n'est qu'une étape, la révolution continue. À la réunion du Conseil national de la révolution algérienne en juin 1962, c'était écrit noir sur blanc. Une fois l'indépendance, il faut passer à la deuxième étape, la décolonisation économique. Donc, c'était ça. Par la suite, les choses étaient claires. Alors, ce qui est incroyable quand on lit ces accords d'Évian, elle faisait le pari d'une Algérie, le pari d'une réconciliation entre minorités européennes, qui étaient 1 million d'habitants quand même, et les 9 millions d'Algériens, dans le cadre d'un État qui ressemblerait, disons, à l'Afrique du Sud. Avec des droits incroyables accordés à la minorité européenne, comme par exemple, Alger, c'était 500 000 habitants, 600 000 à l'époque, 300 000 Européens, 300 000 Algériens. Oran, c'est encore pire. Oran, c'était 300 000, 400 000 habitants, dont 300 000 Européens. Les Algériens étaient minoritaires. Bonne, l'extrême sud algérien, on leur garantit, les accords d'Évian leur garantissaient la gestion de leur quartier, et avec leurs élus, etc., d'administrer eux-mêmes leur quartier, plus les biens acquis, plus la garantie des biens acquis, leur domaine, etc. Petite exception pour les grands domaines de la colonisation, les vignes. Là, De Gaulle ne pouvait pas faire autrement. La plupart des grands patrons des domaines étaient membres de l'OAS. Donc là, il a dit, OK pour une réforme agraire, mais négociable. La France est prête à... Ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'OAS a foutu tout ça en l'air. Ils étaient tellement fanatisés. Ils croyaient tellement... Ils avaient même parié sur ce qu'on appelle une partition autour de la ville d'Oran. Ils avaient lancé un appel à tous les Européens de se regrouper à Oran, parce que le gros de l'OAS, c'était à Oran.
de se regrouper au rang, de créer un État. Même le Mossad les a aidés, parce qu'il y avait une importante communauté juive qui a basculé malheureusement dans l'OS. Et donc, on leur a promis, ils ont reçu des armes, donc les armes de l'armée française. C'est là où un général français a été assassiné, un colonel. Donc ça, c'est fin 61, 62. Oui, oui. Et ils avaient mené une politique de destruction. La bibliothèque d'Alger qui a été incendiée, 500 000 manuscrits, dont certains datent du Moyen-Âge, qui sont partis en fumée. Ils ont détruit 80% des établissements scolaires et universitaires, incendiés ou détruits à la bombe. Tous les jours, ils les faisaient exploser. Ils ont détruit toutes les recettes et contributions, les mairies, les cadastres. Et les cadastres, selon l'expression de leur chef, le nom va me revenir, il a dit, on va leur laisser le pays tel qu'on l'a trouvé en 1830. Tout détruire, tout raser, ne rien laisser. C'est dans cette condition que FLN prend le pouvoir. Merci beaucoup Hassan Zarouki avec tout ce que vous avez dit. Eh ben merci. Oui. Voilà. En tous les cas, cette histoire n'est pas finie. Ah non, elle n'est pas finie. Voilà. Elle est longue. Voilà. Elle est longue. On a été même un peu vite sur certains aspects. Voilà. On a tardé sur d'autres, mais voilà. bon. On va revenir elle est encore complexe, sur ce sujet elle est loin à d'être l'autre occasion. Voilà. Merci beaucoup.